Bonjour, bienvenue à vous sur Média TV dans On se dit tout, une heure à passer ensemble avec deux thématiques. Alors justement, en fin d'émission, je recevrai le docteur Karim Louali, nutritionniste, pour aider notre organisme à sortir du jeûne après 30 jours justement de Ramadan. Et puis avant, une belle discussion. Si vous êtes de ceux qui pensent que rien ne fonctionne jamais comme vous le souhaitez, si vous pensez que vous n'avez pas de chance et si c'était de l'auto-sabotage, arrêtez de vous auto-saboter, de vous saboter et devenez plus efficace. C'est ce qu'on vous propose comme bel échange ce matin sur Média TV dans On se dit tout, bien sûr. À tout de suite. Rien ne se passe jamais comme je veux, je n'ai pas de chance. Eh bien, si c'était de l'auto-sabotage justement, eh bien, on va en parler tout de suite. Avec vous, Amar Redouane, master coach certifié expert de la loi d'attraction. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Et Fatem Zahra Mzioud Beniz. Bonjour Lella. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes coach de dirigeants, consultante en accompagnement des entreprises. Merci beaucoup. Merci. Donc, l'autosabotage dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le milieu professionnel. On dissèque tout ça aujourd'hui avec vous, mesdames. D'abord, pour planter le décor, expliquez ça de façon générale. Pour vous, Amal Redouane, s'auto-saboter, c'est quoi exactement? Alors en fait, l'auto-sabotage est un dialogue interne négatif qui se manifeste à travers des pensées, des croyances limitantes que la personne se répète. Donc c'est une programmation mentale de la personne, sauf que c'est une programmation négative. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, on dira aussi que l'autosabotage est un mécanisme qui est lié à notre cerveau reptilien, qui est en fait le siège de nos peurs inconscientes, de nos peurs profondes. Donc l'autosabotage est lié à des peurs inconscientes qu'a la personne et qui l'empêchent justement d'agir, qui l'empêchent de réaliser ses objectifs et qui lui font avoir des attitudes et des comportements qui sont à l'encontre de son bien-être et à l'encontre justement de sa réussite personnelle et professionnelle. Alors maintenant, l'autosabotage peut être également lié à des émotions toxiques, telles que la culpabilité, telles que le doute, telles que l'inaction, mais aussi lié à des émotions telles que la suractivité, telles que la colère, telles que le jugement. Donc ce sont tout autant d'émotions toxiques qui peuvent être à l'origine de cet autosabotage et qui peuvent le nourrir lorsque justement la personne ne prend pas la décision d'arrêter son autosabotage. C'est justement ce qu'on va essayer de comprendre, comment ces pensées vont affecter la réalité. Parce que les personnes qui disent « je n'ai pas de chance », pensent véritablement qu'elles n'ont pas de chance parce qu'elles n'arrivent pas justement à mener à bien leur projet. Elles se disent « est-ce que je prends les mauvaises décisions? Est-ce que je suis entourée de mauvaises personnes? Est-ce que je n'ai pas de chance ?» Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Fatem Zahra Mzioud, de l'autosabotage? Pour vous, c'est quoi exactement? Alors, pour moi, pour ne pas rentrer dans ce qui est technique, c'est justement, on se met des blocages, la personne se met des blocages personnels pour ne pas avancer. D'abord, elle commence par s'auto-saboter, parce qu'il y a le sabotage de l'autre, et là, on n'en est pas là. Et on est en majorité notre propre blocage. Vous allez me dire, mais comment? Moi, je veux faire ça, mais moi, j'y vais. Oui, tout à fait, comme disait Madame tout à l'heure, c'est tout un ensemble de programmation, soit qui vient par l'éducation, parce que ça commence par les enfants, ça commence par toutes ces petites programmations qu'on commence à leur dire « tu seras moins que rien, tu feras rien dans ta vie ». Et donc, on programme ces messages et ces messages subliminaux qui sont là dans notre inconscient. Et donc, à partir de là, parce que le mot clé de l'autosabotage, c'est l'inaction. On n'agit pas. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, s'ils vont vers un coach, aujourd'hui, plus que d'autres métiers, c'est pour l'aider à débloquer ou à dépasser son blocage, mais avant tout l'identifier parce qu'on ne le sait pas. Je sais que je veux
faire un régime, mais je n'y arrive pas depuis 10 ans. Je sais que je veux changer de travail, mais je sais que je ne peux pas. Je sais que je veux quitter mon mari ou je quitter ma femme, mais je ne peux pas. Donc il y a différents éléments dans ce... Et puis elle a parlé d'émotions, donc c'est tout un ensemble d'émotions négatives tout à fait, parce que la frustration, la colère dont elle parlait, c'est des émotions un peu plus intenses, parce qu'elles se sont nourries à travers le temps. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que parce qu'il y a la notion du conscient et de l'inconscient. Et l'inconscient, c'est nous, mais c'est le propre, comment dire, soldat en nous. C'est lui qui se met chaque jour et dit, je veux. C'est lui qui prend le contrôle. Oui, qui prend le contrôle, mais pour notre propre sécurité. Donc, si moi j'ai peur de vous inconsciemment, je vais programmer mon inconscient à ne pas aller vers vous si j'ai peur de l'inconnu. Parce qu'un jour, j'ai fait quelque chose sans m'assurer, sans gérer un risque, et que j'ai vécu cette expérience qui n'est pas forcément consciente, dans cet inconscient, elle l'enregistre, et lui dit, bah, écoute, la prochaine fois, tu ne feras plus rien. Et donc, c'est un ensemble de petites expériences accumulées. Elle parlait tout à l'heure d'habitudes, parce que c'est ça, c'est des comportements, c'est des habitudes négatifs que nous ne changeons pas. Et qu'au fur et à mesure, on commence à construire un petit mur. Et on commence à être notre propre autosabotage. Si tu permets, je souhaite rajouter quelque chose qui est lié à notre culture. Puisque je ne généralise pas, mais nous ne sommes pas tous dans l'action. Et donc quand, par exemple, toi, tu viens me dire que tu veux faire quelque chose, c'est pas, je te décourage, parce qu'on le dit souvent quand on est dans les cafés, quand on se parle, on se dit, oui, mais non, on ne s'encourage pas entre nous. Au fait, on ne s'encourage pas entre nous, c'est pas parce qu'on ne s'aime pas, au fait, c'est parce que nous-mêmes, nous ne nous encourageons pas nous-mêmes. Et comme on dit, donc je préfère voir l'inaction autour de moi. Et à ce moment-là, c'est bon, ça me réconforte dans ce que je fais, que de t'encourager à sortir du lot. Et à chaque fois que je vais te regarder, tu vas me donner une contre-image, effet miroir de tout ce que je n'ai pas pu réussir dans ma vie. Et donc l'auto-sabotage, à mon avis, ça commence par là. Parfait. Alors justement, Amar Redouane, quand les personnes viennent vous consulter, pour les accompagner et que vous détectez qu'il y a une histoire d'auto-sabotage, comment vous leur expliquez à ces personnes qu'elles sont en fait en quelque sorte au jour d'aujourd'hui l'ennemi d'elles-mêmes? En fait, je leur pose des questions qui leur permettent d'identifier elles-mêmes ce mécanisme négatif. Donc je leur apprends à s'écouter, à écouter ce dialogue interne, et elles se rendent compte elles-mêmes qu'elles ont des pensées négatives. Donc je les aide à les identifier. Elles ont des pensées négatives ou elles ont des croyances négatives qui les empêchent justement d'agir. Donc elles se rendent compte qu'elles sont foncièrement incapables de passer à l'action pour réaliser telle ou telle chose, ou incapables d'avoir telle ou telle chose, et que c'est ancré en elles-mêmes. Et donc quand on va un peu plus loin ou un peu plus profondément dans la discussion, on remarque que ça vient de l'enfance. Pourquoi? Parce que on ne naît pas autosaboteur, on le devient. Et on le devient comment? On le devient à partir de l'enfance, lorsqu'on est dans un environnement négatif, avec des parents, justement, qui font tout pour nous casser. C'est dur quand même comme phrase. Mais c'est une réalité. Pourquoi les parents ne le font pas exprès? C'est important de nuancer. Oui, les parents ne le font pas exprès. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, j'ai eu justement un cas d'auto-sabotage dans ce sens-là, où c'est lié à l'éducation, où le père pensait bien faire vis-à-vis de son enfant, mais que l'enfant ne l'a pas perçu en tant que tel, et ça a eu des répercussions assez conséquentes à son âge adulte. C'est un accompagnement des parents de façon un peu maladroite? Voilà, en fait, on ne nous apprend pas à être parents, hein, il faut être clair, et il faut surtout ne pas se culpabiliser. Hein. On ne naît pas parent, on ne nous apprend pas à être parent, il n'y a pas un livre, une formation. Bon, aujourd'hui, il y a pas mal d'experts, voilà, et heureusement, mais sinon, les parents ne font que répéter malencontreusement l'éducation ou les croyances qu'ils ont eux-mêmes, et
Ils transplantent ça, voilà, chez leurs enfants, alors que ce n'est pas forcément ce qui est le mieux pour leur enfant. Et du coup, l'enfant grandit avec les mêmes pensées et avec les mêmes croyances que les enfants, que les parents. On donne des exemples concrets, justement, en milieu professionnel, Fatem Zahra, par exemple. Ça donnerait, pour que les personnes puissent, en quelque sorte, s'identifier et savoir qu'elles peuvent se faire aider, parce que peut-être qu'elles s'auto-sabotent. Dans le milieu professionnel, ça ressemblerait à quel type de situation? Si on va dans une relation parent-enfant, dans une entreprise, on va sur un collaborateur et son N+1. Et donc, je pense qu'on en a parlé à maintes reprises, c'est ce genre de relation qui peut être sain et qui peut être toxique en fonction des deux personnalités, des deux manières de faire, du degré de conscience de chaque personne, de l'équilibre de la relation. Parce que dans toute relation, il y a un dominant et un dominé. Et la relation doit être équilibrée. Et Dieu sait combien c'est très difficile d'équilibrer cette relation-là. Donc, nous avons des filtres. Même dans un monde professionnel, j'arrive avec des filtres personnels, social, culturel, éducatif, le milieu filqret, le milieu où mes anciennes expériences personnelles et professionnelles. Et donc j'arrive avec un background, j'arrive avec des idées, j'arrive avec des préjugés, j'arrive avec des convictions. Et je commence à traiter avec toi. Et donc si je n'ai jamais pensé que je pouvais m'en sortir, si j'ai toujours pensé que je suis quelqu'un qui ne peut pas dire non, si je pense que je suis quelqu'un de limité, que je n'ai pas de talent, les gens pensent qu'ils n'ont pas de talent, alors que le talent, nous sommes tous nés par des talents. La seule différence, est-ce que nous les avons identifiés, est-ce que nous les avons travaillés, est-ce que nous les avons cultivés et mis en avant et exploités. Donc si je viens avec tout ça en négatif, avec un signe moins, je ne vois pas comment moi, avec vous par exemple N+1, je peux vous dire non, je peux vous proposer des choses et avancer dans cette relation professionnelle. Dans l'auto-sabotage également, il y a des gens qui ont peur, beaucoup de peur. Et des peurs, la peur c'est normal. Pour moi, la peur est un leitmotiv, mais nous n'allons pas tous réagir à la peur de la même manière. Parce que pour moi, c'est un leitmotiv. Quand j'ai peur un peu, j'ai pas peur de dire que j'ai peur dans certaines situations, mais je me prépare et j'avance. Et dès que je vais quand je découvre, parce que je suis dans une optique de découverte, et je suis prête à découvrir et à expérimenter, et je suis prête à accepter, je n'aime pas le mot échec, les résultats non aboutis. Oui. C'est comme ça que je préfère. C'est positif, voilà, parce qu'on en apprend aussi. Exactement, et en faire un apprentissage. Dès que je suis prêt à faire ce genre d'expérience dans la vie, la peur n'est plus un obstacle, c'est un leitmotiv. Sauf que quand la peur devient une angoisse, elle double d'intensité, ou ça devient plus une pathologie, une anxiété, c'est que j'ai peur d'aller vers les gens, j'ai peur d'être dans le comité de direction. Moi, je traite avec beaucoup de personnes, j'ai peur, je ne peux pas, et donc du coup... Mais vous avez parlé de pathologie, c'est pas de l'auto-sabotage. Le pathologique, c'est une maladie. Oui, mais elle ne vient pas comme ça, cette maladie. Oui, bien sûr. C'est moi qui la mets en place. Au fur et à mesure, je la nourris. C'est culpabilisant de dire ça peut-être. Pour les personnes qui sont dans la situation, leur dire « vous êtes des grands angoissés, vous êtes dépressifs », eh bien c'est votre faute. C'est toujours une part de responsabilité. Il faut toujours savoir que nous avons tous... Je ne sais pas ce que penserait un psychiatre s'il était avec nous sur le plateau. Dommage. Un psychiatre, dans toute relation, il y a une part de responsabilité dans ce que nous arrive. Dans toute relation, je suis d'accord avec vous. Mais dans toute pathologie, je mets mon veto. Oui, tu as le droit. Moi, je dis que quand tu nourris, tu fais rien. Quelle est ma part de responsabilité? Quand je sais que je suis anxieux et que ça devient une pathologie, je vais voir un psychiatre. Absolument. Et donc, si j'y vais pas et si j'ai pas envie d'y aller, parce qu'un psychiatre va m'aider à avancer et à débloquer. Moi, c'est de cette part de responsabilité dont je parle pour que je puisse être moi-même en cohérence avec moi-même. Parce que tout est question d'énergie personnelle. C'est vrai, vous avez donné, on va dire, un exemple quasi extrême, mais dans le quotidien, et Amal le soulignait tout à l'heure, et vous l'avez souligné aussi, Fatem Zahra, dans la mesure où je veux arrêter de fumer, je veux perdre du poids, je veux commencer à faire du sport, je veux passer plus de temps avec mes proches, mais je n'y arrive pas. Et c'est des choses, presque, on connaît leur bienfait, leur efficacité. On est conscient de leur efficacité, de leur bienfait pour l'organisme, ne serait-ce que pour la santé, justement, et on est incapable
d'y aller. Oui. Voilà. Certains spécialistes disent nous sommes souvent les artisans de nos échecs. Sauf que vous avez dit, toutes les deux justement, que l'éducation, l'environnement aussi, la société font que on peut se transformer en auto-saboteur. Elle y contribue, mais nous avons une part de Part de responsabilité. Ça c'est indéniable. Parce que vous allez voir deux frères et sœurs dans une famille qui vivent ils ont la même génétique, ils ont la même éducation, ils ont eu le même environnement. Il y en a un ou deux qui s'en sortent et 5 non, qui vont dans l'autre. Quelle est la différence? C'est leur personnalité, c'est leur force de caractère, c'est leur envie d'avancer, c'est de trouver... J'ai envie de donner un exemple de quelqu'un, j'espère qu'il va voir cette émission. On était dans une formation d'accompagnement et de coaching d'équipe et c'est un docteur aujourd'hui. Et il a parlé d'une expérience qu'il a eue quand il était dans le primaire. Et c'est un businessman aujourd'hui, un docteur, un businessman qui réussit très très bien sa vie. Et quand on parlait de tout ça, il a dit, je me rappelle dans l'école publique, j'étais très bien et le professeur, pour un exercice, il m'a mis sur la récréation et il lui a mis un bonnet, le bonnet d'âne, le fameux bonnet d'âne. Voilà, et il a attendu que toutes les classes sortent et il leur a dit regardez, celui-là, il sera rien de sa vie, un truc comme ça. Et ben, ce monsieur-là, il a fait le choix à cet instant, à cet âge, à ce moment de sa vie, il avait quoi, 10 ans, 11 ans, il a fait le choix de faire de ce moment le leitmotiv de sa vie et de prouver à lui-même, avant de prouver à tous les autres, qu'il pouvait réussir. Et je suis sûre qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pu faire la même chose. Donc c'est là où tu vois la différence entre les différentes personnes. Et justement, ce genre d'émission. C'est un déclic. C'est un déclic voilà. Qui se passe à un moment donné de notre vie, quelle que soit notre relation avec les autres, quelles que soient nos expériences, quel que soit notre passé, quel que soit notre domaine de vie. Il arrive un moment où le déclic a lieu, où on se dit stop, ma vie telle qu'elle est aujourd'hui ne me convient pas, quel que soit le domaine de vie, encore une fois, et puis je décide de changer. Et pour cela, je vais d'abord commencer par justement arrêter de m'auto-saboter et je vais préférer à cela être beaucoup plus positif, me programmer pour le succès. Et on a pas mal d'exemples de gens qui sont partis de rien, moi j'en connais. C'était des SDF et aujourd'hui c'est des millionnaires. Alors c'est vraiment des choses qui arrivent. On va revenir aussi arrivent. sur un exemple qui est récurrent et on l'a souvent évoqué en neuf ensemble en préparant notamment l'émission, c'est les personnes qui se retrouvent toujours dans le même schéma d'amour en fait. Une femme qui va toujours tomber sur des hommes par exemple violents ou sur des hommes qui vont la tromper. Premier mariage, deuxième mariage, toujours le même schéma. Pour vous, il y a une part d'auto-sabotage dans l'histoire. C'est une recherche du même schéma. Comment ça fonctionne? Comment on peut élucider, entre guillemets, le mystère pour les personnes qui vivent la situation? Ok. Alors en fait, il y a deux choses importantes qu'il faut savoir. La première, elle est liée à des croyances inconscientes que la femme a depuis son enfance. Le fait, par exemple, et ça revient très souvent, le fait de se dire que le partenaire idéal n'existe pas. Le fait de s'entendre répéter par sa mère ou par ses sœurs ou ses tantes que les hommes sont ce qu'ils sont, qui sont en général méchants, violents, manipulateurs, trompeurs, infidèles. Donc tout ça, ce sont des croyances qu'on lui a inculquées. Très bien, jusque-là on vous suit. Voilà, donc là, elle les a inculquées inconsciemment. Intégrées inconsciemment. Elle peut même, en regardant des films où il y a de la violence conjugale, où il y a de l'infidélité, de se dire, c'est la réalité. Donc je ne vais pas y passer, c'est comme ça. Donc, premier point. Deuxième point, qui est pour moi le plus important, c'est un manque profond d'amour de soi. Parce que quand on ne s'aime pas, on a très peu de chances d'attirer une personne qui va nous aimer et nous respecter tel qu'on est. Donc la personne, quand elle manque d'amour de soi, elle est attirée elle pense pouvoir trouver cet amour à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'elle est à la recherche désespérément de cet amour-là. Elle est à la recherche désespérément... C'est un manque d'amour de soi ou de confiance en soi? C'est un manque d'amour de soi. D'accord. Parce que quand on s'aime tel qu'on est, quand on se respecte tel qu'on est, on n'a pas besoin d'un attachement avec une autre personne. Et du coup, et ça se passe souvent dans les couples, et c'est en général la principale cause de pas mal de divorces, c'est quand on ne se marie pas pour
les bonnes raisons. On se marie justement parce qu'on a besoin de l'amour de l'autre, parce qu'on a besoin d'une certaine compensation qu'on n'a pas et qu'on essaie de trouver chez l'autre. Alors que... On pourrait la trouver justement, mais pourquoi ces personnes se retrouvent toujours dans ce schéma de violence? Avec de la chance, on pourrait carrément tomber sur... autre. Comme on dit, comme je pense que j'en ai déjà parlé dans une de vos émissions, la loi d'attraction fonctionne selon nos pensées et selon nos émotions, parce qu'elle en partage des vibrations énergétiques qui attirent à nous leurs parallèles, que ce soit des personnes, que ce soit des réactions, que ce soit des situations, des environnements, des personnes, etc. Et donc, si moi j'ai un manque d'amour de moi-même, et automatiquement un manque d'estime de soi et un manque de confiance en soi, parce que tout est lié, mais la base, c'est le manque d'amour de soi. Si j'ai un manque au niveau de toute cette chaîne-là, je vais attirer un homme manipulateur, un homme infidèle, un homme qui ne va pas me respecter, voyez. Donc c'est ça, c'est la négativité que l'on attire quand on a et quand on nourrit ce genre d'émotions négatives. Je n'ai pas la force intérieure de mettre les barrières. Voilà. Et c'est l'amour de soi qui fait qu'on dit stop. Ça ne me convient pas, parce que ça ne répond pas à mon besoin fondamental qui est le fait d'être aimé et respecté. Vous en pensez quoi, Fatem Zahra? Moi, je pense que... Cette loi d'attraction, oui. moi, elle m'intrigue. Oui. Elle est magnifique. La loi d'attraction, elle est vraiment magnifique. Elle a fait couler beaucoup d'encre, des gens qui y croient, des gens qui n'y croient pas. Moi, pour ceux qui n'y croient pas, je leur réponds autrement. Cette loi d'attraction, c'est une forme d'énergie. Vous la prenez comme vous voulez et vous lui donnez le nom que vous voulez. Ça peut être la loi d'attraction parce que c'est un concept qui est venu des États-Unis. C'est de la physique quantique. Hein, c'est de la physique quantique. Ça ne veut pas dire grand-chose, la physique quantique, pour beaucoup de personnes. Oui, mais le terme fait peur. Justement, moi, c'est pour ça que je veux vulgariser la chose. Je souhaite rajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à l'amour de soi. Au fait, il n'y a pas que l'amour de soi, mais c'est ça un avis il y a la confiance, tu en as parlé, il y a la confiance de soi, il y a l'image de soi et il y a l'amour de soi. Et c'est ces trois composantes qui composent l'estime de soi. Donc si on veut travailler cette estime, cette femme qui ne s'aime pas, cette femme qui a une mauvaise image d'elle-même, cette femme qui a un manque de confiance. Et qu'est-ce que ça veut dire manque de confiance? Elle est incapable de faire des choses. Elle est incapable de garder un homme. Elle est incapable dans sa tête. Donc déjà, ces accumulations font que le débit, font que la jauge de l'estime de soi, elle est juste comme ça. Et du coup, elle dit, je suis pas apte je suis pas valable à être aimée. Je ne mérite pas cet amour. Et au fait, quand on le pense pas, cette loi d'attraction, cette énergie dont je parle, elle reflète dans les yeux, elle reflète, et donc certainement elle va attirer que ces personnes qui cherchent que ça. Absolument. Comment avoir ces émotions positives? Il faut qu'il y ait un accompagnement dans ce sens-là, parce que pour quelqu'un, par exemple, de dépressif, lui parler de loi d'attraction ou lui dire c'est pour ça qu'on parle hors pathologie, bien sûr. La dépression est une... La dépression l'origine de la dépression est un manque de sens que l'on a dans sa vie. Alors c'est la première fois que j'entends parler d'origine de la dépression, parce que tous les médecins psychiatres qui passent sur ce plateau disent qu'il n'y a pas une seule cause à la dépression. Donc, je préfère pas qu'on aille sur le terrain médical, parce qu'il n'y a pas, on va dire, votre vis-à-vis pour en débattre. Donc, on laisse le volet purement scientifique, si vous le permettez, et pathologique, et on revient au quotidien et aux petites choses de la vie. Arrêter de s'auto-saboter, se redonner confiance, devenir plus efficace. Hors maladie, ça c'est très très important, parce que si on glisse sur le terrain de la dépression, on va glisser sur d'autres pathologies et on n'est pas là aujourd'hui pour ça. Donc on va marquer une courte pause. Et on revient pour justement sortir les gens de cette inertie. Il faut maintenant donner des outils, devenir plus efficace. C'est la suite de notre sujet. Et aussi préparer son organisme à sortir du jeûne. On en parle avec le docteur Karim Louali, nutritionniste. Tout ça sur Médien TV dans 11 Ito. À tout de suite.
Allez, on continue notre discussion sur Média TV dans On se dit tout autour de l'auto-sabotage et comment devenir plus efficace. Arrêtons d'être nos propres ennemis. On en parle justement avec deux spécialistes. Amar Redouane, master coach certifié experte de cette fameuse loi d'attraction, et Fatem Zahra Mzioud Benis, coach de dirigeants, consultante en accompagnement des entreprises. On va passer aux solutions. C'est important d'outiller les gens. C'est pour ça qu'on fait ce type de thématique. Qu'est-ce qui fait, selon vous, Fatem Zahra, justement, que certaines personnes vont rester dans cette inertie totale et d'autres vont avoir ce fameux déclic et se dire « stop, je passe à autre chose, je me fais aider », par exemple? Alors déjà, il faut savoir que la majorité d'entre nous est consciente, elle sait qu'elle devrait changer d'habitude, faire ceci, faire cela. Maintenant, la différence, c'est que quand est-ce que ce déclic dont on parle, il faut qu'on se sente qu'on doit changer. Quand est-ce qu'on est prêt à changer? Il y a une étude clinique qui a été faite pour les différents régimes, Ducon, je ne sais pas quoi, enfin les différents connus. Et puis, le résultat, c'est que finalement, sur toute la population, tous les régimes, qu'ils soient hyperprotéinés, hypoprotéinés, machin, tous, ils ont marché. Et quand ils ont zoomé sur toutes ces personnes-là, et quand ils ont vu dans quelles conditions, elles ont le premier élément partagé par toutes ces personnes, c'est que ces personnes, il y a eu une prise de conscience personnelle, elles étaient prêtes à ce moment-là, à cet instant T, de changer. Donc pour moi, c'est très important. Donc quand on a des personnes qui viennent pour se faire coacher, pour se faire accompagner, pour changer de travail, pour changer d'attitude et d'habitude, il faudrait d'abord qu'elles soient prêtes qu'elle sache est-ce qu'elle est prête à changer. Et justement, je rejoins Madame, quel est le sens qu'elle donne? Parce que si je ne donne aucun sens à ce que je fais, je ne changerai jamais. Et quand on vient chercher de l'aide, c'est que forcément, on a envie de changer. Oui, on a envie de changer, mais on ne sait pas pourquoi. Justement, nous, nous les aidons à déterminer ces points de blocage. Les points de blocage, ça peut être d'abord des besoins. Ça peut être des besoins de sécurité, ça peut être des besoins d'affection, ça peut être des besoins d'appartenance, de traite avec des gens, des groupes, ça peut être des besoins d'accomplissement, ça peut être des besoins de reconnaissance, ça peut être des peurs, de différentes peurs. Les points de blocage peuvent être aussi des motivations, des peurs même de la réussite. Il y a des gens qui ont peur de l'inconnu, Attends, là aussi, c'est très important. Et justement, c'est pour ça que je souhaitais parler de ça. C'est la peur du jugement de l'autre. C'est un avis qui ne... c'est mon avis personnel, que la majorité des personnes se focalisent sur l'autre de peur de se focaliser sur eux-mêmes. Et donc, du coup, on va aller chercher la petite bête et la petite bête à madame et on va passer notre temps à critiquer parce que j'ai pas envie de voir ce que moi, je représente et mes points de blocage. Et c'est ça ce qui nous manque, moi, pour être plus efficace. Nous perdons énormément de temps, dans l'attitude déjà. Avant d'aller chez un coach, d'abord travailler sur soi-même. C'est très important. Cette auto-purification, c'est le fait de se mettre dans un miroir et de dire voilà mes points faibles. Parce qu'on les connaît, il ne faut pas se heurter. Il n'y a pas que le coach ou le psy qui va te dire voilà les points de blocage que tu as. Bien sûr, on va chez ces personnes-là quand on est incapable de le faire par soi-même. Mais il y a beaucoup de gens qui évoluent par eux-mêmes parce qu'ils sont dans cette position de prise de conscience et parce qu'ils sont prêts à changer et parce qu'ils sont prêts à écouter et parce qu'ils sont flexibles. Le mot flexibilité est super important et ils ne vont pas aller voir oui, elle doit changer cette couleur, tu dois changer de tête. Non, d'abord ce que moi, je vais changer et à partir de là, me focaliser sur moi-même. C'est question d'optimisation, même en entreprise. Tu optimises ton temps, ton énergie. Ceux qui n'ont pas cette flexibilité-là, justement, c'est-à-dire qu'ils sentent un besoin de changement, il faut, mais ne savent pas par où commencer et qui viennent vous voir. Comment vous les outillez? Parce que vous ne les accompagnez pas à vie. Oui, il faut outiller et lâcher les gens. Voilà, pour l'idée d'un bon coach, c'est quelqu'un qui fait en sorte que la personne qui l'accompagne devienne autonome parce qu'il lui donne les bons outils. Dans le cas précis de l'autosabotage, il est important de mettre l'accent ou d'aider du moins la personne à identifier le type d'autosabotage dont elle est victime. Et alors, il y a différents types d'autosabotage, mais là, j'aimerais partager avec vous 3 grandes familles d'autosabotage, juste pour que le téléspectateur puisse s'identifier ou pas, ou au moins avoir une idée sur ces types-là. Alors, le premier type d'autosabotage, c'est lorsque la personne joue à la victime.
Donc, elle culpabilise ou elle se lamente. D'accord? Donc, on a ces deux cas-là. Le deuxième type d'autosabotage, c'est le persécuteur ou connu communément sous le terme de pervers narcissique. Donc ça, c'est que ça soit dans le couple ou au travail, c'est quelqu'un qui va persécuter les autres, c'est quelqu'un qui va blâmer les autres, qui va critiquer les autres, qui va les casser de manière permanente. Le troisième... Mais celui-là, il est content dans sa situation, il n'est pas du tout content parce que quelqu'un qui sabote les autres, c'est un autosaboteur lui-même. Parce que s'il était bien dans sa peau, il ne serait pas amené à saboter les autres. D'accord? Donc les autres ne sont que le reflet de ce que nous sommes. Oui. Et donc, le troisième type d'autosabotage, c'est le sauveur. C'est la personne qui sera amenée à... toujours tendre la main. Voilà. Et jamais dire non, surtout, peut-être. C'est l'altruisme à l'état extrême. Et l'altruisme est pour moi quelque chose à prendre vraiment au sérieux parce qu'il ne faut pas aller à l'encontre de ses besoins. On en a parlé une fois, le fait de s'interdire de dire non, justement pour faire plaisir à l'autre. Et là, le problème qui est encore une fois lié à l'amour de soi, c'est quand on a peur de déplaire et quand on a besoin de l'amour de l'autre, on est là pour rendre service à tort et à travers, pour être aimé et pour se faire aimer des autres. Donc voilà 3 grandes catégories d'autosaboteurs qui existent et qui sont qui vont bloquer la personne, qui vont l'empêcher à aller de l'avant, qui vont l'empêcher justement à réussir dans la vie. J'aimerais aussi ajouter un point fondamental que les gens ne savent pas forcément qui est lié à la peur, parce qu'encore une fois, l'autosabotage, c'est d'abord des peurs inconscientes. Et j'aimerais faire un zoom sur la réussite et le succès. En fait, il y a 2 types de peur et donc d'autosabotage. Il y a la peur de l'échec qui est connue parce que qui est liée à un manque de confiance en soi. Absolument. D'accord. Mais il y a aussi la peur du succès. Pourquoi? Parce que la peur du succès est souvent liée à la peur du rejet. Si aujourd'hui je réussis dans ma vie, eh bien, il y a de fortes chances que mes amis d'enfance ou que mes anciens collègues ou que mon entourage me rejettent parce que justement je me suis détachée d'eux et j'ai réussi alors qu'eux ils stagnent ou qu'ils ont reculé. Et donc il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'inconscient dans tout ça, voilà. Bien sûr. Mais si on peut parler d'outils. Oui. Justement, comment vous les outillez comment les outils, justement, alors la première chose, c'est les aider à identifier le type d'autosabotage pour qu'ils puissent déjà savoir ce que c'est et outrepasser cet autosabotage. Deuxième Mais travail, dépasser comment? C'est ça tout le... Voilà, alors dépasser comment? C'est un travail qu'on fait sur l'amour de soi et sur la confiance en soi. Et encore une fois, ce sont des protocoles spécifiques qui permettent à la personne de se recentrer sur elle et de se recentrer sur ce qui est important pour elle. Parce que quand on se pose les bonnes questions, quand on se recentre sur ses besoins et sur ses valeurs et sur ce qui est important pour nous, c'est on se détache de ces pensées négatives que l'on nous a forcés à avoir. Donc en fait, c'est forcément un protocole, il faut forcément se faire aider, Fatem Zahra? Oui, bien entendu, parce que quand on arrive à un point où on n'arrive plus à s'en sortir, donc on ne sait pas pourquoi, je veux agir, on est dans cette inertie, j'ai besoin d'aller voir un spécialiste. Et donc il y a différents spécialistes, ça dépend aussi du degré du problème. Est-ce que je dois aller voir un psy, est-ce que c'est une pathologie, un psychiatre, est-ce que je dois aller voir un psychologue, est-ce que je dois aller voir un coach parce que c'est question d'énergie, je dois aller débloquer, voir quel est mon point de blocage et tout ça. Mais nous avons besoin d'un soutien, d'un accompagnement et de quelqu'un qui puisse nous aider à identifier le blocage parce que c'est le plus important. Ça peut être un blocage d'enfant, donc des croyances ou là, des programmations qu'on nous a inculquées. On nous a toujours dit, je ne sais pas, toi tu es une femme, tu es faite pour la maison et tu ne peux pas réussir. Donc ça peut être un sabotage. C'est-à-dire que je peux ramener cette croyance avec moi et dire que de toute façon je suis une femme et je ne suis pas faite pour autre chose, je suis faite que pour faire des gâteaux, etc. Ça peut être le contraire, tu es un homme et tu dois être fort, voilà, et tu dois jamais dire, tu dois pas pleurer.
Ça, on a souvent entendu ça, alors que l'homme est beaucoup plus, il est très émotif aussi autant qu'une femme. Il a besoin de pleurer, de s'exprimer. Et ça peut être un auto-sabotage parce que quand on ne s'exprime pas, on peut avoir des maladies. Tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans la somatisation. Voilà, on peut somatiser, mais on peut aussi avoir des vraies maladies parce qu'on ne s'exprime pas. Comme disait, je sais pas, quelqu'un tout à l'heure, j'ai vu sur ton émission, la maladie, c'est le mal qui dit dans son corps. Donc ça, c'est vraiment important. Maintenant aussi, nous avons des besoins qui sont éphémères et qu'on peut, justement, c'est ça l'outil, d'aller d'identifier. J'ai besoin de quoi pour avancer? J'ai besoin de quoi pour agir? Est-ce que j'ai besoin d'être reconnu par mes parents? Est-ce que j'ai besoin d'être reconnu par mon N+1? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un groupe qui puisse m'aider et ne voyez que, par exemple, les adolescents, quand ils veulent travailler leurs examens, les examens approchent d'ailleurs, où je pense ils sont finis. Voilà, ils sont en pleine période. Voilà. Et donc, j'ai besoin d'un groupe pour me soutenir et pour me donner de l'énergie à avancer. Est-ce que j'ai besoin d'amour? Est-ce que j'ai besoin que mes parents me prennent dans ses bras et me disent très bien, tu vas y arriver et tu vas vraiment... Est-ce que dans l'entreprise, j'ai besoin de quelqu'un qui me tapote sur l'épaule et qui me dise, vas-y, avance. Donc tous ces besoins-là, et puis j'ai besoin aussi d'appréhender mes peurs et de les voir en face et de ne pas avoir peur de mes peurs et justement de mettre en place des choses qui sont très palpables. Parce que la confiance en soi, on en parle et on se dit, ah oui, la confiance, on ne sait pas comment on travaille dessus. Mais moi, je vous dis, prenez une liste, un papier, dites, je suis capable de dresser tout. J'ai de la chance. Non, je suis capable de communiquer avec vous, je suis capable d'avoir des amis, je suis capable de décrocher un entretien, je suis capable d'avoir de sourire. Il y a beaucoup, nous avons des capacités. Je suis capable de faire 3 buts dans un match de foot. Et donc, tous ces capacités me donnent une rassurance et une assurance pratique. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui arrive à faire des choses et qui pourra faire les choses. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, pour votre complémentarité. Amar Redouane, Master Coach, certifié experte de la loi d'attraction. Fatem Zahra Mzeoud Benis, coach de dirigeants, consultante en accompagnement des entreprises. Moi, je reste avec les téléspectateurs. C'est bientôt la fin de Ramadan. Il faut aider l'organisme à sortir doucement de cette période de jeûne. Reste avec nous pour les détails tout de suite. Et le docteur Karim Louali est avec nous justement pour parler de ce sujet. Préparer son organisme à sortir du jeûne, tout un programme. Docteur Karim Louali, vous êtes nutritionniste, naturopathe, conférencier. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'On se dit tout. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci beaucoup, docteur. Donc, à quelques jours de Eid al-Fitr, il faut penser aussi à démarrer en fait un autre rythme. Pendant plusieurs jours, pendant le mois sacré, on a un rythme spécial, particulier, relatif au mois de Ramadan. Et ensuite, eh bien, du jour au lendemain, on passe à autre chose. Est-ce que c'est un traumatisme pour l'organisme quand on sait mal le faire? C'est un vrai traumatisme pour l'organisme parce que le mois de Ramadan, c'est tout un mois de piété, de quête spirituelle, mais c'est aussi tout un mois de détoxication. Et les gens qui savent jeûner, les gens qui savent jeûner savent que c'est un véritable moyen de purifier le corps, de le nettoyer, de couper avec les mauvaises habitudes, de rompre avec tout ce qui était avant, excès, etc. Et bien entendu, quand on passe un mois à ne pas manger durant toute la journée, le corps n'est plus habitué à faire ça. Absolument. Et puis du jour au lendemain, pour l'Eid al-Fitr, on se retrouve à être rassemblés autour d'une bonne table de petit déjeuner, un repas de famille copieux. Est-ce que c'est mauvais pour le corps? Bien entendu, c'est très mauvais pour le corps. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'estomac, le corps n'a plus l'habitude. Et il faudrait faire une réintroduction progressive. Parce que jeûner, c'est comme une cure détox. Et donc, la reprise... Quand c'est bien fait, là encore. Bien sûr, quand c'est bien fait. On va toujours du constat qu'on fait bien notre jeûne. Donc, une cure détox, généralement, médicalement, la reprise doit être équivoque au jour auquel on a fait la détox. C'est-à-dire que durant tout le mois qui suit le Ramadan, il faudrait que la réintroduction soit progressive, doucement, pour que le corps se réhabitue. Alors attention, parce que le revers de la médaille, il est là. Si jamais le premier jour, je donne à mon corps des choses dont mon estomac n'est plus habilité à digérer, la vengeance se fait immédiatement du corps. Absolument. Et les gastros le dénoncent justement. Ils le disent, ils ont un pic de consultation après Eid al-Fitr notamment. Alors, on y va. Petit déjeuner de Eid al-Fitr, pour vous, l'idéal, ça serait quoi? Théoriquement, ça doit suivre le ftour idéal.
C'est-à-dire que je dois commencer avec le verre d'eau, comme d'habitude, avec ma date, 1, 3, selon les convenances, et puis de préférence prendre quelque chose qui se digère facilement, c'est-à-dire le fruit. D'accord. C'est-à-dire ça, c'est vraiment le ftour idéal, prendre un verre d'eau, quelques dattes et un bon bol de fruits, un fruit frais. Donc c'est idéal. Une salade de fruits. Oui. Un mélange. Un mélange de fruits. D'accord. Bon, un petit morceau de céréales complètes pour avoir un peu de sucre lent et puis s'arrêter là. C'est-à-dire c'est ça, c'est comme rompre le jeûne à Ramadan. Il faut que ça soit léger parce que mon estomac n'a pas été habitué à manger pendant 1 mois le matin. Oui, Donc, pas de bré, pas de raï. Non, absolument pas. C'est de la farine blanche, c'est frit, c'est dans de l'huile. Ça va perturber l'estomac, il aura du mal à digérer et le retour sera terrible sur la digestion. Absolument. Retour terrible, ça veut dire quoi? Ça peut aller jusqu'où? Pour donner plus de conscience aux téléspectateurs. Oui. Alors, le problème qui se pose, c'est que mon estomac a perdu l'habitude de manger le matin. Donc ça, c'est le grand problème. Et si je lui donne des choses qu'il n'a plus l'habitude de digérer à 7 heures de la matinée, ben, c'est la maldigestion, c'est la flatulence et c'est la prise de poids. Absolument. Mais pour les gens en général, quand vous donnez, je pense, ce genre de recommandations, c'est de la privation. Écoutez, c'est considéré comme de la privation. L'idéal serait qu'une fois que j'ai fait un bon mois pieux, où j'ai été assidu à purifier mon corps et mon esprit, eh bien, l'idéal serait que je ne renoue pas avec les mauvaises habitudes. Oui, tout à fait. Écoutez, il ne faut pas se priver. De temps en temps, on a bien envie de prendre une brera ou une msmena, mais ça, c'est des choses qu'il faudrait toujours faire d'une manière sporadique. Hein. Un bon dimanche matin, je me réveille, je me permets un petit déjeuner off, mais ça ne doit pas être juste après tout un mois de jeûne. Absolument. On fera ça par la suite. Alors ça, c'est le petit déjeuner. Ensuite arrivent les visites familiales. On se retrouve, c'est les gâteaux, c'est les petits gâteaux, c'est le thé, c'est le café, ça discute. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors là, encore, ce sont des sucres rapides qui peuvent être fatals pour le corps. C'est des pics de glycémie, alors que le corps avait l'habitude de jeûner toute la journée. L'idéal serait d'aller vers des fruits. C'est-à-dire que quand on est chez les gens, eh bien, l'idéal, c'est de prendre des jus de fruits, s'hydrater, boire beaucoup d'eau, des jus de fruits, des tisanes, des infusions, et essayer de moins grignoter. Parce que tout de même, il y a un déjeuner qui attend. Oui. Et on sait très très bien que la table est très très garnie, elle est très très riche. Donc, il faudrait se limiter à des fruits, à des jus de fruits, à des infusions, à des tisanes qui vont continuer le processus de détoxication. Mais alors justement, c'est une bonne idée parce que ça voudrait dire qu'il faudrait avoir une table encore plus garnie, à savoir proposer aussi des fruits, des jus, des tisanes, bien sûr proposer nos gâteaux, nos fameux gâteaux marocains, parce que ça fait partie de notre culture aussi. On ne peut pas tout éradiquer de la table, mais voilà. Non, absolument pas. Un ou deux petits gâteaux ne feront pas de mal, mais il ne faudrait pas tomber dans l'excès. Absolument. Et pensez à cette reprise en fait d'une alimentation entre guillemets normale sur le long terme. Enfin, long terme, c'est-à-dire, comme vous avez dit, 30 jours de jeûne, 30 jours de reprise. Oui, effectivement, hein, ce n'est pas en quelques jours qu'on va tout prendre. D'ailleurs, le repas qui suit le déjeuner doit être sain. C'est-à-dire qu'il faudrait que la plus grande partie de mon assiette soit de la salade, soit des légumes. Qui sont faciles à digérer, c'est des fibres. Quand même, il faudrait faire le plein de vitamines et de minéraux parce que je me suis privé durant tout un mois. Hein, vous savez, la journée est longue. Absolument, et puis, les soirées sont courtes. Le temps est court et on ne subvient pas aux besoins de notre corps durant le mois de Ramadan. On crée des déficits. C'est-à-dire qu'après le jeûne, la clé n'est pas dans la qualité, mais elle est dans la quantité. C'est l'inverse. Voilà. La clé n'est pas... Elle est dans la qualité et pas dans la quantité. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne des nutriments qui sont riches en micronutriments et qui sont pauvres en calories. Et là, on les trouve dans les fruits et les légumes. OK. Mais justement, alors docteur, par rapport aux fruits, non, il n'y a pas de polémique, mais par rapport aux légumes, pardon, il n'y a pas de polémique, mais par rapport aux fruits, j'entends des discours contradictoires de la part de votre sphère à vous, les spécialistes en nutrition. Ceux qui disent que oui, les fruits ne peuvent pas faire de mal, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de vitamines, beaucoup de fibres, il y a du sucre aussi. Et ceux qui disent attention, il ne faut pas abuser des fruits parce que les fruits sont très riches en sucre. Oui, effectivement, les fruits sont qu'est-ce qu'on fait? Justement, quand vous dites il faut récupérer, il faut faire un bon repas de salade et de fruits, ça veut dire quoi? Alors, les fruits sont riches en sucre. Mais avec modération, c'est correct. D'abord, c'est des sucres naturels. Ensuite, il vaut mieux les prendre entiers qu'en jus. Oui. Parce que entiers, les fibres sont là,
en mâche, en mastic, on absorbe moins le sucre. Bien entendu, la modération est la clé de la réussite. C'est-à-dire en général, 2 collations de fruits par jour est largement suffisante. Par contre, les légumes, la salade, à volonté, il n'y a aucun risque. Donc 2 fruits par jour. Oui. Absolument. Alors, on arrive au déjeuner. Déjeuner, vous dites, beaucoup de crudités. Effectivement. Protéines aussi. Salade. Introduire les protéines, mais de préférence faciles à digérer, faibles en matière grasse, c'est-à-dire que le premier jour, pas de viande rouge. La préférence va aller vers le poisson, le poulet, en petite quantité. On ne va pas de rien du tout à avoir. Ce n'était pas rien du tout non plus, parce qu'en termes de protéines, ne serait-ce que pour l'œuf, qui est présent pendant 30 jours sur nos tables, on a porté des protéines au corps. Oui, mais encore, la quantité de protéines dans un œuf est très faible par rapport à un bon steak, par rapport à un bon poulet ou par rapport... On dit qu'un bon steak, c'est 2 œufs, c'est vrai ou pas? Oui, c'est l'équivalent, c'est l'équivalent. Et puis quand même, l'œuf reste parmi les protéines les plus parfaites qu'il soit. Pour le corps. Oui, oui. L'œuf, un coup, il est modique. Absolument. On le méprise au Maroc et on n'en consomme pas assez. Il a mauvaise réputation parfois aussi, oui, au cholestérol. alors là, on va remettre les choses en place. Jamais l'œuf n'a fait monter le cholestérol. Donc, il y a une belle étude qui a été faite aux États-Unis sur 40 000 infirmières qui souffraient de cholestérol. Un œuf par jour n'avait aucun impact sur le cholestérol sanguin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le tiers du cholestérol vient de l'alimentation et les 2 tiers, on le fabrique nous-mêmes. D'accord. Donc, on peut aller jusqu'à 6 œufs par semaine. Bon, c'est vrai qu'à Ramadan, on en fait 7 parce que c'est chaque jour qui est dans la table, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant, très bien. Ça, c'est pour le déjeuner. Pas de dessert après? Les petits gâteaux, du café en famille, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, Dr Wali a toujours dit le meilleur moment de prendre sa douceur sucrée, c'est avec le repas du déjeuner. Eh bien oui, on peut se permettre avec un verre de thé, il n'y a pas de souci. C'est un jour de fête, il ne faut pas se priver, on n'est pas là pour enlever les choses aux gens, à condition, attention, moi ce qui me dérange dans ce jour de fête, c'est le fait de faire la tournée familiale, puis on fait le tour des maisons, et puis on grignote dans chaque maison. Alors c'est ça qui fait mal. Il faut éviter de grignoter à chaque maison, c'est-à-dire toujours préférer juste prendre le thé, la tisane, de préférence sans sucre, et pour garder la place au vrai repas. Et éviter ces grignotages qui sont un peu compulsifs. Absolument, et puis d'autant plus qu'il faut penser à ces repas comme des repas équilibrés, et en quelque sorte, ça vient mettre un équilibre global sur la journée. Alors justement, là, on nous passe des photos. Je suis sûre qu'il y a des choses qui... Bon, tout est très bon, bien sûr. Effectivement. Écoutez, c'est vrai, la chebakia, écoutez, c'est frit dans l'huile, mais c'est dans notre culture. Bah, écoute, pour le plaisir, on va en prendre une petite, une seule. Ça ferait pas de mal. Mélanger au bol alimentaire, le sucre, il va se dissoudre. Vous êtes beaucoup plus atténué aujourd'hui, Dr Ouelly. Normalement, vous êtes beaucoup plus virulent. Merci beaucoup, parce que justement, on ne peut pas dire aux gens non, non, non. Non, effectivement, la modération est la clé. Le slow, c'est un super aliment. Encore, les Marocains, quand ils préparent, il faudrait privilégier la qualité que la quantité. C'est-à-dire les 2 tiers de sa composition doit être plutôt faite d'amandes, de sésame. Et puis minimiser la ration, la part de la farine blanche. Puis en ce moment, c'est un super aliment qui donne beaucoup d'énergie, beaucoup de peps. Donc, on va sur le dîner? Oui. Un dîner vers quelle heure? Puisque jusque-là, justement, on mangeait la rupture du jeûne et relativement en début de soirée. Oui, alors ça doit être tôt, aux alentours de 19h, et ça doit être très léger. Donc, l'idéal serait un potage de soupe, une soupe, serait la chicha, la hsoua, tout ça fait partie de nos mœurs. Ça doit être léger. Ça n'apporte pas beaucoup de sucre? Certains spécialistes disent justement que oui, c'est des sucres lents, mais ça apporte 50% de sucre. Oui, mais tant qu'on n'apporte pas avec du pain, du riz, de la pomme de terre, d'autres féculents à côté, ça passe très très bien. Et puis moi je préfère la faire au flocon d'avoine, parce que ça contient des fibres de bêta-fructane, et donc c'est des sucres lents hypoglycémiants qui ont un faible index glycémique, et ça passe très très bien, ça rassasie rapidement. Il suffit de quelques cuillères, puis on n'en peut plus, ça rassasie. Puis soupe de légumes, ça reste toujours l'idéal, ça bloque, et puis c'est peu calorique, ça contient des vitamines, des minéraux. Il faut que ça soit léger, et moi je le dis toujours, c'est-à-dire que la reprise post-ramadan, ça doit être un prolongement
d'une diète qui est saine. Absolument. Donc il faudrait reprendre doucement, gentiment, tout en essayant de garder les bonnes résolutions que je me suis faites avant, parce qu'on en a parlé, on a expliqué aux gens comment il faut jeûner, comment il faut faire les choses. Et c'est toujours la bonne occasion d'assainir, de prendre les bonnes résolutions pour garder la santé. Alors, pour finir, peut-être 2-3 tisanes idéales pour accompagner aussi cette reprise dans la douceur? Oui, effectivement, on a la camomille qui détend, qui calme. On a le jasmin qui marche très très bien. On a l'anis qui a un excellent digestif. Ce sont 3 tisanes qui partent très très bien, qui ont bon goût, qui n'ont même pas besoin qu'on mette du sucre dedans pour que ça passe. Eh bien, merci beaucoup, Dr Karim Mouali, de nous avoir aidé, conseillé à préparer notre organisme à sortir du jeûne. Merci beaucoup. Eid Moubarak Saïd. Merci beaucoup et Eid Moubarak Saïd à tous les auditeurs. Merci beaucoup, docteur. À très vite sur le plateau d'On se dit tous. C'est un plaisir pour toute l'équipe de préparer cette émission pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver à n'importe quel moment sur mediantv.com. À très bientôt sur Média Radio également. Au revoir.